Bonjour à tous, bienvenue sur Merci on vous rappelle, le seul podcast qui vous plonge dans les coulisses du casting avec des histoires et des parcours incroyables. Aujourd'hui, nous sommes ravis d'accueillir une artiste polyvalente, actrice, chanteuse, doubleuse et bien plus encore, Diane Dassini. Bonjour. Bonjour. Bonjour Diane, merci d'être là, c'est un plaisir de vous avoir, même un honneur je dirais. Bah, plaisir partagé. Ma première question pour vous, ça serait si vous aviez un super pouvoir, ça serait lequel et pourquoi? Waouh, si ça serait que les journées soient plus longues, parce qu'elles sont beaucoup trop courtes. Ça serait ça le super Voilà. pouvoir? Ah ouais, ce serait un pouvoir de ouf. Non, je sais pas, j'imagine que je suis pas la seule à vouloir ce super pouvoir. Bon, Ah, évidemment, il y en a sûrement plein d'autres, mais là, c'est le premier truc dont j'ai besoin en ce moment. c'est Voilà. d'allonger les journées, elles sont trop courtes pour vous? Exactement, ouais. D'accord. Si vous donnez un contexte un peu à nos auditeurs et vous nous parlez de votre parcours, comment vous êtes rentré dans le cinéma, je sais que vous avez commencé à l'âge de 12 ans. J'ai commencé, oui, à peu près. Enfin, j'ai pas vraiment commencé. Enfin, disons que oui, j'ai fait mon premier court-métrage quand j'avais 13 ans, je crois. D'accord. Mais c'était 3 jours pendant les vacances. Je considérais pas, enfin, c'était pas un métier vraiment. Et après, effectivement, la directrice de casting m'a rappelé après pour un téléfilm. Donc, ma mère a accepté, puisque pareil, c'était pendant les vacances. Mhm. Et après, voilà, enfin, après, j'ai vraiment voulu en faire mon métier. Donc, effectivement, j'ai fait des études de théâtre en parallèle de mes études de philo. Et voilà. Et après, c'est devenu vraiment, vraiment mon métier. Ouais. Vous êtes aussi passé par le conservatoire, vous avez fait le conservatoire à l'école des enfants. Comment ça a façonné Alors, un peu votre conservatoire parcours? d'arrondissement, j'ai pas fait le conservatoire national, j'ai fait en musique, j'ai fait le conservatoire du 6e arrondissement, qui est mon arrondissement à Paris. D'accord, ouais. Et puis en danse, j'ai fait plusieurs conservatoires aussi de danse, en danse classique. Et voilà, et l'école des enfants du spectacle, c'était justement, c'était une école horaire aménagée, donc c'est absolument génial. C'est ce que ça se fait beaucoup en Allemagne, mais malheureusement, à Paris, c'est la seule école comme ça. Après, il y en a, je crois, 2, 3 autres, mais où les activités sont incluses dans le, dans l'école, en fait. Alors que là, ce qui était génial, c'est que, en fait, on pouvait choisir de faire les activités à l'extérieur, donc au conservatoire ou ailleurs. On devait justifier de 12 heures d'activité artistique par semaine. Et on n'avait école que le matin. En fait, on avait le même temps d'école que les autres élèves, sauf que, voilà, on faisait 8h, 14h. Il n'y avait pas de perm, pas de pause, machin. Mais du coup, on était hyper concentrés. Et l'après-midi, on pouvait aller faire des activités. Donc, c'était génial. Ouais, c'est le Une grande système, chance. C'est une grande chance. Je remercie ma maman d'avoir pensé à ça. c'est le système allemand en fait, c'est ça. C'est pour ça qu'ils sont Exactement, meilleurs au ouais. sport que nous. C'est ça, exactement, vous avez tout compris. Et pas que au sport. Et si on faisait un petit peu un retour vers le futur, parce que vous avez décroché, il me semble, votre premier rôle à l'âge de 12 ans dans La Colline aux mille enfants, à côté de... J'avais un petit peu plus, ouais, 13 ans, ouais. Vous avez quand même joué avec Benoît Magimel, Guillaume Canet, Ouais. etc. tout ça. Quel souvenir vous gardez de ça? Ah, c'était merveilleux parce que c'était un très, très beau film sur un très, très beau sujet. C'est l'histoire d'un pasteur qui a réellement existé et qui a sauvé plus de 5000 enfants juifs pendant la Seconde Guerre mondiale. C'était le pasteur Trockné. Et donc déjà, c'était une histoire vraie, évidemment forte en émotion. Moi, je faisais la fille du pasteur et je faisais. Donc, mon papa, c'était Patrick Rénal et ma maman, c'était Ottavia Piccolo. Enfin, je me souviens, j'étais déjà blonde et du coup, le réalisateur avait voulu me teindre les cheveux pour que je ressemble plus à ma maman et que je ne ressemble pas à l'actrice polonaise qui était blonde aussi. Donc, du coup, j'avais adoré ça. J'avais trouvé ça encore plus fun, voilà, d'échanger de tête. Et voilà, ça a eu 3 Emmy Awards. Ça, en fait, c'est sorti à la télé en France, mais c'est sorti au cinéma dans pas mal d'autres pays. Et on a eu, donc pour la télévision, 3 Emmy Awards aux États-Unis. Mais c'était vraiment un téléfilm magnifique. Effectivement, c'était aussi le premier téléfilm de Guillaume Canet. Benoît D'accord. Magimel avait déjà avait déjà une grande carrière. Mhm. Et j'ai un souvenir extraordinaire d'ailleurs de Benoît avec qui j'avais beaucoup de séquences parce que lui, il faisait un milicien qui était amoureux de moi. Moi, j'étais la fille du pasteur donc, qui protégeait les enfants juifs. Donc, évidemment, je le détestais. Mais on avait grandi ensemble et tout ça. Et j'avais des scènes avec lui. J'avais voilà, plein de scènes avec lui. Et il était, je me souviens de quelqu'un de tellement attentionné. Un soir, il y avait une scène où il devait un petit peu me violenter, mais vraiment rien de. Et je me souviens à chaque fois que, donc à la fin de la scène, il s'apercevait qu'il m'avait un peu violenté. Et du coup, il partait en courant. Et en fait, à chaque fois qu'on disait couper, il courait vers moi pour être sûr de ne pas avoir fait mal, alors que vraiment, il n'avait absolument pas fait mal du tout. Et j'ai souvenir voilà, de quelqu'un d'extrêmement professionnel, d'extrêmement généreux dans le jeu. Enfin, j'ai un super souvenir de cet acteur que je trouve prodigieux, en plus, extrêmement talentueux. Et comment vous avez atterri dans ce projet?
En fait, j'avais fait un court-métrage qui s'appelait C'est où la vie, qui était réalisé par Serge Pescitelli. Et la directrice de casting m'a rappelé pour ce téléfilm, en fait, Sylvie Brocheret. Et voilà, et c'est comme ça Ah que... oui, Sylvie Brochet, oui, je connais bien, ouais. ouais. Et Ouais. vous vous rappelez des essais que vous avez dû faire? C'était quoi? Vous vous souvenez ou pas? Ouais, je me souviens parce que j'avais fait beaucoup d'essais. Et le réalisateur, les derniers essais avaient dû, pendant les vacances scolaires, ça avait été une année pour revenir de vacances et tout. Et je me souviens d'ailleurs que les derniers essais n'étaient pas avec Benoît Magimel, il est arrivé au dernier moment sur le projet, en fait. Et voilà, et puis il y avait aussi des rencontres avec le réalisateur. Enfin, c'est un film où vraiment il a mis du temps. Le processus a été long parce qu'il y avait besoin de beaucoup d'enfants. Donc, ce qui n'est pas évident à trouver. Et voilà, et puis ils savaient que ça allait être un téléfilm important, donc ils ont pris le temps de faire un casting assez long aussi. Ouais. Quand je préparais l'émission, je regardais votre parcours, il est quand même assez extraordinaire parce que déjà toute petite, vous jouez déjà avec Benoît Magimel, après vous avez joué encore avec d'autres acteurs et tout ça. Est-ce que vous, c'était quelque chose que vous vouliez faire déjà quand vous étiez petite? Vous voyez déjà? Moi, j'ai toujours voulu faire du théâtre. Moi, D'accord. c'était être sur scène, en fait. C'était vraiment ça qui me bottait, on va dire. Et j'avais pas du tout d'envie de tournage ou quoi quand j'étais petite. D'accord. Et en fait, ça s'est fait vraiment par hasard. En fait, donc Sylvie Brocheret est venue pour ce court-métrage. Elle cherchait un enfant. Et comme, pour le coup, à l'école des enfants du spectacle, il y avait Virginie Ledoyen, pas mal d'enfants qui tournaient parce que c'était un petit peu plus facile d'avoir des autorisations de tournage, vu que c'était déjà une école un peu spécifique et artistiquement parlant. Et donc, elle était venue dans l'école pour voir un peu les fichiers des enfants, entre guillemets, voilà, repérer quelques enfants. Et donc, voilà, c'est comme ça que j'avais fait le casting. Et c'était quoi la question, pardon? Je Oui, disais, non, est-ce et que... donc voilà. Et en fait, là, du coup, je me suis dit, bon, bah, allez, ok, on y va. Enfin, j'ai pris beaucoup de plaisir à passer le casting. Et puis, sur le tournage, en fait, j'ai trouvé ça génial, un tournage, en fait. J'avais pas Bien trop sûr, notion ouais. de ce que c'était exactement. Et donc, j'ai trouvé ça génial. Et du coup, après, je me suis rendu compte qu'en fait, ce que j'aimais, c'était jouer. Donc, que ça soit sur scène ou à l'image. En fait, c'est deux plaisirs différents. Je pourrais pas faire que l'un ou que l'autre, en fait. Parce que le théâtre, ce qui est extraordinaire, c'est le côté moment présent, rencontre avec le public, voilà. Et l'image, c'est un autre, c'est le plaisir d'être sur un plateau avec une grosse équipe. Justement, le côté, bah, finalement, on n'est pas maître du truc parce qu'on va faire plusieurs prises et puis finalement, la prise où nous, on a aimé ce qu'on a pu donner, bah, finalement, c'est pas celle-là qui va être choisie parce qu'au montage, ça coïncide mieux parce que la lumière est mieux, parce que on est moins maître du jeu. Et c'est chouette aussi, on doit encore plus lâcher prise quelque part. Donc, je trouve que c'est très complémentaire. Voilà. Vous parliez de théâtre, vous avez eu quand même votre première opportunité avec Jean-Claude Brialy, ce qui n'est Oui, rien. Est-ce que vous pouvez nous en parler un peu de ça? ce qui n'est pas rien, vous voulez dire. Ah, C'est ça, c'est vrai, ce qui n'est pas rien. on s'est compris, on s'est compris. C'est ça. C'était génial parce qu'en fait, il est venu, il voulait monter On ne badine pas avec l'amour pour Mhm. le festival d'Anjou et de Ramatuelle, enfin, plusieurs festivals dont il s'occupait, et entre autres. Et en fait, il voulait des gens de l'âge des rôles. Parce que souvent, quand c'est monté, effectivement, les comédiens sont plus âgés. Et moi, j'ai fait l'école d'art dramatique Jean Périmoni. Mhm. Et il était très proche de Jean Périmoni parce qu'il trouvait que, voilà, pour lui, c'était la meilleure école de Paris. Et donc, il était venu voir des auditions pour choisir les gens. Donc, voilà, effectivement, moi, j'avais, je ne sais même pas si j'avais 17 ans quand j'ai fait. Si j'avais 17 ans, je crois que je venais d'avoir 17 ans, pour interpréter Rosette, donc celle qui meurt par amour dans cette magnifique pièce de Musset. Et donc, ça, pareil, cadeau de la vie, quoi. Cadeau de la vie. Non, c'est vrai, c'est quand je regarde tout ça, je me dis, mais comment on dirait que vous êtes vraiment tombé dans la potion magique pour vous, en fait, c'est ça? C'est ça. Et là, on arrive dans la partie de l'émission où on raconte des anecdotes, des choses hilarantes ou inattendues que ce serait arrivé, soit sur un plateau de tournage Ah, ou je dans suis la nulle en vie. anecdote. Alors, attendez, je suis nulle en anecdote. Je sais pas, là, on aurait dû se préparer avant. Avec tout ce que vous avez fait, il n'y en a aucune qui vous a marqué ou... Ah, peut-être, mais lancez la question, on va voir si On reviendra là-dessus, on reviendra là-dessus. Si on parlait maintenant de la scène versus l'écran, qu'est-ce que vous préférez, vous, être Non, au mais pardon, je vous ai coupé l'absolu. Vous pouvez me poser la question, mais juste, si ça se trouve, j'ai rien qui va venir, mais Ah du coup, non, je non, vous ai c'était coupé juste votre à question, vous pardon. de m'en trouver une qui était hilarante ou inattendue ou Ah! surprenante. Ah bah si, bah dans ces cas-là, je vais rester sur ce que je vous racontais de Brialy. C'est que donc c'était une expérience incroyable de faire tous ces festivals et tout ça. Sauf que D'accord. on a fait une croisière sur le Mermoz où on jouait donc sur un bateau. Vous savez,
les gros bateaux de croisière, quoi. Et en fait, il y a eu une tempête. Oh. Donc, on jouait devant des gens qui avaient des sacs pour vomir. Celui qui faisait Perdicant, Nicolas Herman, était vert. D'accord. On se tenait pour ne pas tomber. On se tenait, il y avait des espèces de colonnes sur la scène. On se tenait aux colonnes pour ne pas tomber. Et en sortant de scène, on allait vomir par-dessus bord. Et donc ça, c'est une anecdote, je ne sais pas si on peut dire hilarante, mais en tout cas, c'est quelque chose qui m'a bien marqué. Mais en même temps, c'était l'expérience assez forte. Et j'aime toujours le bateau quand même. C'est clair, c'est assez inattendu quand même. Merci pour cette belle anecdote. Belle, je sais pas. Oh, elle est drôle quand même. Ma prochaine question, c'était qu'est-ce que vous préférez, vous, le théâtre versus la scène, ou quelles sont les différentes majeures que vous pouvez nous démontrer en fait qu'il y a entre ces Alors deux du coup, je t'ai un petit peu répondu tout à l'heure Ouais. quand j'expliquais pourquoi finalement j'aimais autant l'un que l'autre. Qu'est-ce que je peux rajouter? Je peux rajouter que ce qui est intéressant, c'est que justement au théâtre, on doit projeter sa voix, on doit extérioriser un peu plus ses émotions pour que ça parvienne au public quand on joue dans des grandes salles, etc. Alors que le cinéma ou la télévision, c'est l'inverse. C'est-à-dire que la caméra peut être très près de nous. Ouais. Au contraire, il faut avoir un milieu assez minimaliste parce qu'il n'y a pas besoin. On est aidé par l'objectif pour transmettre une émotion. Voilà. Et peut-être par rapport à la préparation, est-ce qu'il y a une différence? Pardon, oui, ce que j'allais dire, exactement. Vous avez complètement raison. C'est aussi que le travail est différent, puisqu'au théâtre, il y a des répétitions pendant plusieurs semaines. On se met en condition. Là, alors après, ça dépend des tournages, mais de plus en plus, on a les textes assez tard, donc on travaille différemment, on travaille plus vite. Ça ne veut pas dire qu'on travaille moins bien, mais on travaille plus vite. On peut aussi beaucoup plus s'approprier le texte quand même quand on tourne, plutôt que souvent c'est du langage parlé. Je parle pas quand on fait des films en costume et tout ça, mais alors que évidemment au théâtre, il faut respecter scrupuleusement le texte qui a été écrit par l'auteur. Donc c'est un petit peu différent de ces points de vue-là. Et puis après la vie de troupe au théâtre quand on part en tournée, et puis la vie d'un plateau de tournage, finalement, c'est pas si éloigné en fait. Est-ce que vous aurez une technique justement à nous partager, parce que avec toute l'expérience que vous avez-vous une technique pour apprendre vos textes ou les mémoriser, les travailler, tout ça? Alors, ce que je fais, comme mon cerveau est trop engourdi, ce que je fais pour m'aider, c'est que j'enregistre ma réplique sur le dictaphone de mon téléphone. Ah, ok. Et du coup, comme ça, je m'auto-réponds. Voilà. Mais sinon, moi, j'ai une mémoire... j'ai plutôt une mémoire visuelle, sinon. Donc, en fait, moi, j'ai besoin, par contre, d'imprimer mes textes. J'arrive pas à apprendre sur un téléphone ou sur un ordi. Il faut vraiment que j'ai désolé pour les arbres, mais en fait, il faut vraiment que j'ai le papier. Voilà. Est-ce que vous faites la technique, vous les imprimez, après vous mettez un petit coup de stabilo, tout ça, pour savoir? Ouais, exactement. Comme ça, je peux prendre des notes aussi. J'aime bien, on n'a pas finalement beaucoup d'instruments, du coup, d'instruments de travail. Donc ça, c'est mon instrument de travail. C'est des petites feuilles de papier, un stabilo et un crayon. Ouais, ça va, c'est une bonne technique. Tout à l'heure, vous parliez un peu de troupe. Est-ce que vous pourriez nous revenir sur votre expérience dans Mozart, l'opéra rock, qui était produit par Dorothea? Parce que vous étiez doublure, et après, d'un seul coup, vous passez de doublure à la lumière. Vous nous en parlez un peu? De quoi? Avant, vous étiez une doublure à la base, dans ce projet-là. Alors oui, mais j'étais pas doublure lumière. J'étais non, j'ai dit vous êtes passé de l'ombre à la lumière. Je suis désolée, je suis sourde. Il n'y a pas de problème. Oui, alors pareil, là, j'ai eu une chance d'un nouveau. Effectivement, j'étais doublure, et puis je m'éclatais d'ailleurs en doublure, parce que j'étais pas doublure dans les coulisses. Je faisais un autre personnage, je faisais la sœur du personnage que j'ai interprété après. Donc j'avais quand même plein de trucs à faire. Voilà, et c'était chouette aussi. Et puis effectivement, après, j'ai eu la chance d'interpréter le rôle principal féminin, donc la femme de Mozart, pendant très longtemps, parce qu'on a joué 2 ans en France. La comédie musicale, on l'a joué 2 ans en France. Après, on l'a joué aussi 3 mois en Corée. Et puis après, on est aussi parti avec la version symphonique, où on était les 6 chanteurs principaux, avec un orchestre symphonique, un groupe de rock, l'Orchestre national d'Ukraine, un chœur aussi. C'était absolument magique. Et là, on est parti en Russie et en Ukraine plusieurs années de suite. Et ce qui est incroyable, c'est de se dire qu'on a même joué au Kremlin avec du coup que des musiciens ukrainiens. Et à l'époque, ça se passait très bien. Donc, avec le recul, c'est bizarre de se dire ça, mais on a vécu des trucs extraordinairement forts avec cette comédie musicale. Déjà parce que ça a fait un énorme carton. Même aujourd'hui, les comédies musicales qui marchent, elles font plus ce type de carton, parce que
le monde a changé, le monde de la culture a changé, les gens ils sont un peu plus habitués à ça maintenant. C'était encore un peu, c'était pas nouveau, mais disons que oui, on a fait partie des premiers gros succès. Il y avait déjà eu des commandes, tout ça, mais voilà, en fait, on a vécu une expérience de dingue, alors, sans s'en rendre tellement compte, mais je crois que c'est pour ça aussi que ça marchait, c'est qu'on était tous jeunes et insouciants et on faisait ça avec juste que de l'envie et du bonheur. Et je pense que c'est ça qui a plu au public aussi, au-delà de la qualité du spectacle. Mais voilà, donc c'était une expérience merveilleuse. Et comment vous vous êtes retrouvés sur ce projet? Moi, j'ai passé un casting, pareil. J'ai passé un casting avec donc Bruno Berberès, le directeur de casting des comédies Qui fait The musicales. Voice maintenant, oui. Et c'est très, très drôle, j'ai un truc à vous raconter. Ok. Là, j'ai une bonne anecdote aussi. C'est que je passe, donc il m'envoie le casting. Donc, c'était pour le casting pour être doubleur, puisque les rôles étaient déjà distribués. C'est déjà de la promo, puisque les promos se font un an avant. Donc, c'est déjà de la télé avec le disque qui se vendait déjà et tout. Et donc, il m'appelle pour être doubleur d'Aloïsia, donc qui était interprétée par Mélissa Mars. Donc, je reçois le truc, je me dis, c'est bizarre que je passe pas pour Constance. Comme ça, dans mon imaginaire, je me disais, c'est marrant, je me perds plus de Constance, mais bon, c'est lui le directeur de casting, il sait ce qu'il fait, quoi. Donc, je passe le casting. Enfin, bon, j'arrive au casting. Je croise une nana que je connaissais pas, une chanteuse, Marjolaine Piémont, qui après est devenue mon binôme et dont je suis toujours hyper proche et que j'embrasse et que j'aime et que je trouve extrêmement talentueuse et voilà, qui fait une super carrière dans la chanson. Bref, j'arrive, tout de suite, on l'accroche. Et on se dit, c'est con, on vient passer le même personnage, mais bon, voilà. Et là, on me dit, tiens, je sais plus combien de temps de retard, etc. Il finit par arriver. Il est au téléphone, donc il est au téléphone pendant que je chante, pendant que je passe le casting. Et là, il s'arrête juste pour dire, mais c'est pas une Aloysia, c'est une Constance. Et il engueule le Bruno Berberès sans me dire à moi, désolé, mais machin et tout. Donc, j'avais préparé tout le truc pour Aloysia. Bon. Ok. Il dit, il faut qu'elle revienne pour Constance. Okay. Donc, ça. Et en fait, il me renvoie un truc pour Aloysia. Je dis, mais il me dit, non, mais il s'est trompé. J'en ai reparlé avec lui. Et en fait, ça rebelote. Et je me dis, mais attends, il y a un problème. Donc, je n'ai jamais su le pourquoi du comment. Et j'ai fini par passer la dernière audition qui était où on n'était plus que très, très peu. Il y avait toujours, du coup, Marjolaine Piémont qui était devenue ma pote, qui elle passait aussi pour Aloysia. Et on se retrouve, on n'était plus que quelques-uns. Et là, du coup, c'était des auditions chez Dob, ou chez Albert, je crois, chez Dob, avec les musiciens, etc. Donc, en beaucoup plus petit comité. Et là, en fait, il me fait passer les deux. Et évidemment, tout de suite, il me dit, non, mais t'es une Constance. Je dis, ouais, mais vous verrez pas, moi, je suis. Je dis, mais si, le fin mot de l'histoire, je crois que Bruno, il me voyait vraiment en Aloysia. Et voilà, donc ce qui était formidable, c'est qu'au final, Marjolaine a été prise en doublure Aloysia et moi en doublure Constance. Et voilà, c'est une anecdote. C'est marrant parce que ça prouve aussi que Bruno Berberès est un excellent directeur de casting. Mais c'est marrant, il avait une vision de moi qui n'était pas celle de Dove. Et c'est intéressant. Et après, ça ne veut pas dire que j'aurais fait une mauvaise Aloysia. C'est juste que après, c'est des perceptions. Et souvent, c'est ça, quand on passe des castings, parfois, on est hyper déçu parce qu'on a l'impression qu'on a déchiré le casting et ça ne marche pas. Et parfois, au contraire, on se dit, mais comment j'ai pu faire un truc aussi pourri, j'avais bien bossé, mais j'étais trop stressée. Ouais. Et puis en fait, on est choisi, alors qu'on se dit, mais je suis sûre qu'il y avait des nanas bien meilleures que moi, parce que là, j'ai vraiment pas fait un casting. En fait, c'est vraiment ce qu'il faut se dire à chaque fois, et c'est ça le plus dur dans nos métiers, c'est que l'important, c'est de coller à l'image, au personnage que le réalisateur a dans la tête, ou aussi la production et la chaîne. Par exemple, en télé, ça ne dépend pas que du réalisateur. Et en fait, voilà, il faut toujours avoir ça dans le crâne que parfois, ça n'a vraiment aucun rapport. Très souvent, malheureusement, ça n'a pas un grand rapport avec le talent. C'est juste être là au bon endroit, au bon moment et coller au plus près de l'imaginaire de la personne. Et comme évidemment, on n'est pas dans la tête de la personne. Donc finalement, le mieux, c'est d'être le plus naturel possible. J'aime beaucoup ce que vous dites. Comment justement, vous remontez ces moments de doute, en fait, quand ça fait des hauts et des bas, quand vous... Comment vous en les surmonte pas, mais on les surmonte pas, en fait, parce que le doute, ça fait partie de notre métier, c'est ça qui nous fait avancer, en fait. Je pense qu'à partir du moment où on commence à être un peu sûr de soi et un peu blasé, ça marche plus parce que c'est ça qui nous fait avancer, nous dépasser, etc. Et je me souviens d'ailleurs, c'était drôle, on avait une discussion comme ça sur Mozart, je sais plus avec qui. Parce qu'en fait, là, on jouait vraiment tous les soirs, parfois 2 fois par jour, plus les plateaux télé, plus les machins, les concerts, les trucs.
Et en fait, au bout d'un moment, on était tellement fatigués et tout qu'on n'avait plus le trac de monter sur scène. Et je me souviens qu'en fait, ça m'avait stressé de ne plus être stressé. Parce que pour moi, le stress, c'est le moteur, en fait. Bien C'est sûr. ça c'est le fait de stresser qui me met dans un état un peu second et qui fait que je vais tout donner. Tout d'un coup, d'avoir l'impression d'aller au bureau, on dit, bah, c'est bizarre, ça va pas. Et du coup, ça me stresse. Mais en fait, c'est normal quand on joue un truc très longtemps. C'est normal. Même là, justement, je suis sur une quotidienne, donc sur Plus belle la vie, encore plus belle. Et c'est pareil, en fait, heureusement qu'on n'est pas stressé non-stop parce qu'on passe notre temps sur le plateau. Si on était stressé non-stop, on aurait tous des ulcères. Mais voilà, mais on les a les premiers jours, ou alors avec une nouvelle équipe, tout d'un coup, on doit faire un truc qu'on n'a pas l'habitude de faire. Voilà, donc le trac, il est là parce qu'il est important. Mais après, c'est très agréable aussi quand on a. Oui, c'est cette petite adrénaline qu'on a avant de monter Ouais, sur scène, voilà, en fait. exactement. C'est ça. Si maintenant on parlait un peu de l'impact de la musique dans votre carrière, comment ça enrichit en même temps ce côté chanteuse et actrice? Comment ça fonctionne un peu pour vous? En fait, pour moi, c'est un peu le même métier, ça. C'est de l'interprétation, en fait. C'est dire des émotions à travers d'autres mots que les siens et faire partager des émotions à d'autres personnes. Donc, que ce soit en musique ou en texte, pour moi, c'est assez proche. Quand j'ai commencé à être comédienne, Mhm. je me souviens que mon agent, j'avais passé des castings j'avais passé un casting pour une comédie musicale qui était un projet magnifique, mais qui n'a pas pu se monter pour des histoires de droit. Euh, et en fait, voilà, j'avais eu ce rôle et tout, et j'étais contente parce que ça me permettait de conjuguer les deux, parce qu'avant ça, je prenais des cours de chant et tout ça, et mon agent me dit, ah, mais surtout, dis pas que t'es chanteuse aussi. Parce qu'en fait, en France, on pense que quand on fait plusieurs choses, ça veut dire qu'on fait tout mal ou tout approximativement. Ça veut dire qu'on fait pas un truc à fond. C'est quand même étonnant comme anecdote. Et c'est vrai que c'est venu beaucoup plus maintenant. Au contraire, plus on fait de choses, plus les gens sont admiratifs. Mais on a toujours quelques années de décalage avec les États-Unis. Toujours. Les États-Unis, dans les écoles, ils sont formés à toutes les disciplines artistiques. Et Bien sûr. voilà. Mais en France, il y avait ce truc très, faut être dans des cases, en fait. Et donc, quand on sort de la case, ça veut peut-être dire finalement, on rentre dans aucune case. Heureusement, ça a changé. Et pour les jeunes aujourd'hui, c'est merveilleux parce que les questions ne se posent pas. Mais je me souviens de parfois m'empêcher de dire, ah oui, je chante aussi et tout, parce que j'avais ça dans la tête. Et puis donc voilà, quand les comédies musicales sont arrivées, ça détend. Est-ce que vous avez l'impression que ça vous aide un peu du fait d'être chanteuse quand on est actrice? Est-ce que c'est un avantage? Ce qui est pas mal, c'est en fait, il y a un truc de rythme, en fait, dans les textes. Surtout en comédie, on dit un rythme de la comédie, tout ça. Je me dis peut-être que la musique, intégrer un rythme, ou là où ça me sert beaucoup, la musique, par exemple, c'est en doublage. Parce que rentrer dans la peau, dans la voix du comédien qu'on double et dans son regard, etc. Le fait justement d'intégrer très vite, c'est comme une mélodie presque, en fait. On capte une émotion comme on capte une mélodie, et donc ça va un peu plus vite. Alors souvent, des directeurs de plateau m'ont dit ça, m'ont dit, on sent que tu es musicienne parce que ça va plus vite. Justement, vous parliez de doublage. Comment vous avez atterri dedans, vous? Est-ce que c'était une passion pour vous? On est venu vous chercher? Alors non, en fait, ce qui est marrant, c'est que quand j'étais petite, j'avais une copine qui est une star du doublage, Dorothée Pousseau, que vous pouvez entendre actuellement dans Anxiété dans Vice Versa, qui est Oui, je connais. de ouf. Voilà. Et en fait, elle m'avait amenée, donc elle était aussi à l'école de spectacle avec moi, on faisait de la danse ensemble et tout ça. C'était une super copine. Et donc un jour, elle me dit, il y a un directeur de plateau, Claude Ventura, elle doublait un film qui s'appelait My Girl. Elle me dit, ouais, il y a quelques petites phrases à dire avec... Du coup, il m'a demandé s'il n'y avait pas deux copines je connaissais qui pouvaient venir dire ces deux petites phrases. Donc, je me dis, bah, vas-y et tout. Et en fait, j'y vais. Et en fait, à la fin, il me dit, vous avez il y a ma mère qui était là aussi. Il dit, ma mère, elle est une voix super intéressante. Votre fille a une voix super intéressante. Est-ce qu'elle aimerait faire du doublage? Parce que sa voix m'intéresse. Je la formerais, tout ça. Et puis, je dis à ma mère, non, mais hors de question. Moi, je voulais vraiment faire que du théâtre à ce moment-là. Il est hors de question que je passe mon temps dans le noir pour doubler quelqu'un d'autre. En fait, je voyais pas l'intérêt. Je voyais pas le travail. J'avais l'impression que c'était juste copier ce qu'avait fait quelqu'un et que du coup, ça allait moins bien parce que j'étais dans un petit studio alors qu'elle était en extérieur sur son tournage, etc. Et je comprenais pas du tout l'intérêt. Ça me dépassait total. Et avec le recul, je me dis, c'est dommage que j'ai dit non. Mais donc, j'ai dit non, mais un non ferme et définitif. Et en fait, c'est bien après, j'ai atterri avec un réalisateur qui s'appelait Antoine Collomb, avec qui j'avais fait un court-métrage de fiction. C'était Un homme à la mer, un très beau court-métrage.
Et il s'est mis à réaliser des films d'animation, une série d'animation qui s'appelle Les Podcats. Et il m'a appelé, il m'a dit, est-ce que ça t'amuserait de passer des essais pour un des personnages? Et j'ai dit, ah, mais carrément, là, c'est un dessin animé, donc c'est un peu différent, c'est de la création de voix et tout ça. Et puis, et en fait, j'ai adoré. Et après, j'ai refait un autre dessin animé là-dessus. Il y avait une directrice de plateau qui faisait aussi de la fiction, qui m'a dit, ah, bah, ça t'intéresse, je peux te faire passer des essais. Je dis, bah oui, puis ça commençait à m'interpeller un peu plus. Et puis, j'avais beaucoup plus conscience de ce que c'était que le travail d'un comédien de doublage. Mm-hmm. Et puis voilà, j'ai passé les essais. Entre-temps, justement, j'avais fait un stage de doublage parce que je commençais vraiment à m'y intéresser. Donc, j'avais la formation, parce que au départ, c'est aussi une technique qu'il faut choper. Donc, j'avais la formation, ça, et j'avais pris beaucoup de plaisir au stage. Et après, j'ai eu de la chance, les choses se sont faites assez naturellement. Aujourd'hui, c'est plus difficile pour les gens qui commencent parce que on ne peut plus tellement assister dans les studios. Ce qui se passait au début, c'est on faisait le stage, on commençait à passer des petits essais avec le directeur de plateau, et puis on restait beaucoup sur les plateaux pour regarder les autres qui travaillaient. Et malheureusement, aujourd'hui, c'est plus possible à cause des clauses de confidentialité qu'ont beaucoup instauré les plateformes. Bien sûr. Ce qu'il comprend par ailleurs, mais du coup, c'est plus difficile de rentrer dans un réseau qui est déjà assez fermé. Oui, déjà qu'à la base, c'était vraiment un cercle fermé, oui. Ouais. J'aimerais qu'on revienne, tout à l'heure, vous avez parlé de Plus belle la vie, encore plus belle. Oui. Vous avez atterri sur ce projet apparemment 10 jours avant le début du tournage. Ouais. Qu'est-ce qui vous a attiré là-dessus? Bah, pareil, c'est la directrice de casting, d'ailleurs, c'est la même directrice de casting que Profilage, Adèle Esposito, qui m'a fait passer le casting complètement. En fait, c'était très, très drôle parce que j'ai pas trop eu le temps de réfléchir. Effectivement, je reçois un mail. Je lis toujours tous mes mails quasiment en temps réel. Et là, j'avais pas vu passer le mail. Elle m'écrit un lundi à 18h pour le casting le mercredi matin. Il y avait deux séquences à apprendre. Et ouais, j'ai 2 enfants en bas âge. Enfin, du coup, là, tout est un peu speed, quoi. Et en fait, je vois son message que le mardi, genre à 13h, je sais pas. Et donc, je me dis, waouh, c'était hyper compliqué. Enfin, bref. Donc, je dis, oui, ok, pardon, j'ai pas vu le message. Hein, et donc, je passe le casting. Et donc, je lui dis, bah, merci d'avoir pensé à moi. Et elle m'a dit, en fait, c'est pas pensé à toi. Elle me dit, je m'excuse, en fait, ça fait 4 mois qu'on est en casting et je n'ai pas pensé à toi. En fait, elle était... c'est marrant, c'est ce qu'on disait tout à l'heure par rapport à l'imaginaire. C'est pareil, le directeur de casting, il a une image de ce qu'il cherche pour le personnage qui va pas forcément être ce que cherche la production, quoi. Et en fait, le truc, c'est qu'Adèle, on a aussi des amis communs et tout, donc elle me connaît aussi dans la vie. Et du coup, je pense que peut-être que parfois, ça me brouille aussi les pistes. Enfin, bref. Et donc, elle m'a dit, excuse-moi, parce qu'en fait, effectivement, t'es pile le personnage, mais je n'ai pas pensé à toi. Et du coup, c'était trop mignon que je me dise ça. Et voilà, et effectivement, du coup, tout a été hyper vite. Enfin, j'ai su le moment que c'était bon, voilà, on a fait... En fait, ce qui était bizarre, c'est qu'après, on a fait les shootings photos et tout ça avant que le tournage commence. Donc, c'était marrant, on s'est rencontrés tous sur un shooting photo. Voilà, mais c'était super parce que justement, pas le temps de réfléchir. Très beau projet qui arrivait à point nommé dans ma carrière et dans ma vie privée aussi. C'était vraiment quand les éléments sont alignés, quand les planètes s'alignent, c'est beau. Et en fait, voilà, je me suis dit, le titre de cette série va être parfaite, va être parfait en ce moment. Elle va être parfaite. Vous avez fait aussi vous avez sorti un single justement. Est-ce que c'était un lien, un rapport? Ma vie est belle. Mais j'ai sorti il y a longtemps, Ma vie est belle. Je l'ai sorti en 2010. J'ai sorti pendant Mozart. J'ai sorti 2 EP. J'ai sorti, je pense, 7-8 titres qui sont écoutables sur toutes les plateformes, sur Spotify, Deezer, tout ça. Il y avoir 7-8 titres et puis il y a pas mal de clips aussi. Ce que je veux dire, maintenant, Ma vie est belle, elle pourrait plus coller à ça, non? Ah, pardon, parce qu'on ne connaît pas le lien. C'est pas grave. Elle était déjà belle avant. Elle l'a mis, heureusement, parce que le titre, je l'ai sorti en 2010. J'étais en plein Mozart, mamie, c'était magnifique. Non, Ma vie est belle, ça parle pas de ça. Est-ce que vous pouvez nous parler maintenant de votre personnage dans Profilage de Jess? Qu'est-ce que ça vous a apporté personnellement et professionnellement, en fait? Alors, Jess, c'était génial parce que j'ai repris, alors là, c'était encore une expérience encore plus dingue, c'est que j'ai repris un rôle qui existait déjà, avec le même nom, prénom, c'était Julia Piat interprétait. Ça lui allait, on voyait pas beaucoup, mais qui était déjà installée, enfin, que le public connaissait depuis plusieurs saisons. Mais en fait, elle commençait à faire pas mal de cinéma et elle avait, quand ils lui ont dit que le personnage allait devenir plus important, elle a dit, moi,
j'ai pas mal de projets ciné en ce moment. Du coup, j'ai pas envie de... Ça va être compliqué pour le calendrier et tout ça. Et donc, ils ont voulu la remplacer, vraiment, c'est-à-dire garder le personnage, Mhm. mais changer de comédienne. Donc, c'est particulier, en fait. Alors, l'équipe m'a tout de suite mis hyper à l'aise en disant, évidemment, si on a casté quelqu'un d'autre, c'est pas pour que tu copies ce que faisait Julia Piéton. Mhm. Mais c'est marrant. Enfin, c'est un truc qui se fait pas mal aux États-Unis, justement. Mais en France, c'est pas hyper fréquent. Et en fait, c'était super. C'est un personnage très solaire, très rigolo. Alors, au final, c'était une série vraiment très dark. C'est une super série. Très, Mhm. très dark et tout. Et donc, c'était super d'être un peu la petite lumière du programme. Je me suis éclatée. Il y avait une super équipe. On travaillait vraiment main dans la main avec les auteurs aussi. C'était vraiment c'était une série qui était le bébé des deux productrices artistiques, Sophie Le Barbier et Fanny Robert. C'était vraiment, vraiment, on était tous. Enfin, c'était une vraie équipe, quoi. J'ai adoré tourner sur cette série. Comme c'est un personnage qui existait déjà, comment vous vous êtes préparé? Est-ce que vous avez regardé des anciens épisodes pour y Ah aller bah oui, ou... bien sûr. Bah, surtout quand on reprend un personnage qui a déjà existé, ça veut dire que le personnage, il lui est déjà arrivé pas mal de trucs. Donc oui, je me suis mise à jour, ouais, bien sûr. Ah bah, ça fait partie du travail et c'est ça qui est chouette. C'est ça qui est chouette dans le travail, c'est de pouvoir préparer un peu en amont ce qu'on va pouvoir proposer. Bien sûr. Vous parlez beaucoup des États-Unis. Est-ce que vous avez des envies à l'international? Parce que vous avez quand même tourné un peu partout. Vous avez été en Suisse, Bah, en non, Belgique. malheureusement, je ne suis pas du tout bilingue. Donc, non, s'ils ont besoin d'une Française qui parle anglais avec un accent français, je pourrais pas faire. Mais j'ai pas d'ambition. J'ai pas d'ambition par rapport aux États-Unis. J'ai un peu conscience qu'on ne m'attend pas là-bas. D'accord. Là, on arrive dans la partie de l'émission où on parle projet, c'est promo en fait. Vous nous parlez un peu de ce qui se passe dans votre vie professionnelle. Où est-ce Ouais. qu'on peut vous voir en ce moment, à part la quotidienne, s'il y a d'autres choses? Alors, bientôt, on va me voir dans Monsieur Parizeau, qui sera le premier épisode d'une série qui est un spin-off de Camping Paradis avec le personnage qui est Ah, interprété ok. par Patrick Pro, qui s'appelle Parizeau, voilà. Où là, je fais un rôle complètement différent. Donc, c'est réalisé par Nicolas Copin. Mhm. Là, pareil, c'était génial. On a travaillé, enfin, l'équipe de comédiens était géniale. Tout le monde, enfin, on tournait dans un château près de Strasbourg. Tout était assez magique. Et moi, j'avais un personnage qu'on ne propose jamais. C'est une nana une châtelaine hyper antipathique. Je me suis éclatée à jouer ça. Et là, j'ai joué samedi aussi au Festival Musique sur scène, à Vilaine-sur-Seine, un spectacle qui s'appelle Je demande la permission de naître, qui est adapté de poèmes de Pablo Neruda et période inspiré de recueils, soit qui concernent la guerre, soit ses poèmes d'amour. Un très, très beau mélange. Un très, très beau montage de textes. Et avec des musiciens colombiens qui sont à Cannes. Je chante aussi avec eux. Enfin, c'est un spectacle qui a une très, très forte portée, surtout vu l'actualité. Il a une résonance très forte avec l'actualité. Donc voilà, et ça, normalement, on va faire des dates avec, et j'espère qu'on va le tourner beaucoup et longtemps parce que j'adore ce spectacle. C'est Vincent Prezioso qui l'a créé. Et qui joue devant aussi, qui chante. Et voilà, en doublage, vous pouvez m'entendre dans The Girl on the Bus, une super série, je crois que c'est sur Canal, je ne sais pas sur quelle plateforme c'est. Super série, j'ai un des 4 rôles principaux. Aussi sur Netflix, on peut m'entendre dans Dead Boy Detectives. On peut m'entendre dans Girls Five Eva sur Netflix, aussi un des rôles principaux. Enfin voilà, pas mal de choses aussi. Une actu très chargée. Doublage. Ouais. C'est pour ça Et que vous puis là, voulez allonger les journées. pouvoir refaire des dates avec mes concerts aussi bientôt. Donc, je vous tiendrai au courant. Super. Ma dernière question pour vous, ça serait quel conseil vous donnerez à des jeunes qui aspirent à avoir une carrière un peu comme la vôtre? Franchement, suivez votre instinct, travaillez, il n'y a pas de secret, hein, mais suivez votre instinct et voilà, et que personne n'essaie de vous faire dévier de votre route. Et puis voilà, la vie vous offrira ce que vous avez envie qu'elle vous offre si vous y mettez tout votre cœur et toute votre énergie. Et là. C'est un superbe conseil. Non, c'est vrai, c'est vraiment très beau comme conseil. En tout cas, merci beaucoup Diane Dassini, j'espère avoir respecté votre temps. Merci à vous. Oui, merci pour l'invitation. Je vous dis merci, on vous rappelle. Ça marche. On se rappelle. À bientôt Diane. Bye bye. À bientôt.